Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire Question d'actu. Nous sommes en direct comme tous les mercredis pour 90 minutes. La saison estivale approche à grands pas, l'été n'est plus une saison de repos et de villégiature pour le corps de la protection civile et de la direction générale des forêts qui sont en alerte maximale durant cette période. Les 2 derniers étés ont été ravageurs tant sur le plan humain que matériel. Le président de la République avait insisté lors de la réunion du Conseil des ministres tenue dimanche dernier sur la nécessité de mettre en place un système de veille efficace pour faire face aux feux de forêt. Et puis la Commission nationale de protection des forêts a été installée hier. Nous en parlerons avec nos invités sur comment on se prépare pour parer à ces feux de forêt. Alger dispose d'une couverture forestière diversifiée étendue sur 5000 hectares avec 113 sites forestiers. Les forêts peuvent contribuer à l'économie locale et nationale avec la création d'une dynamique socio-économique et d'emploi ainsi qu'à la pratique des activités sportives et des loisirs. Un plan vert est initié par la wilaya d'Alger justement. Nous en avions parlé de manière assez générale mercredi dernier. Nous détaillerons ce projet aujourd'hui. Et enfin, nous terminerons avec les habitants du Rif au Maroc se soulèvent et dénoncent l'oppression menée par le Marzen à leur encontre. Des manifestations ont eu lieu cette semaine à Amsterdam. On en parlera à la fin de cette émission. Et pour commencer, je vous le disais donc... Nous allons parler de ce plan de lutte contre les incendies de forêt. Avec nos invités, nous accueillons sur ce plateau Colonel Achour Farouk, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'information et des statistiques à la Direction générale de la protection civile. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette invitation. Nous avons également avec nous M. Abdelghani Boumsaoud, bonsoir. Vous êtes inspecteur à la Direction générale des forêts. Bonsoir. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vous le disais, la commission de lutte contre les incendies, ou la commission nationale de protection des forêts, a été installée hier. On revient sur cette commission avec Myriam Damis et on revient juste après pour en parler. Composée de représentants de 13 ministères et de 11 institutions nationales concernées par la protection des forêts. La nouvelle Commission nationale de protection des forêts est chargée notamment d'arrêter et d'actualiser le plan de lutte préventive et efficace contre les feux de forêt. Je mets l'accent sur le fait que les causes des incendies ne sont pas d'origine naturelle. Les feux de forêt sont provoqués par l'homme, que ce soit intentionnel ou pas. Par conséquent, il est essentiel d'axer les efforts sur la coercition plus que la sensibilisation, tout en ouvrant d'une manière systématique des enquêtes après chaque incendie. Il ne faut pas oublier les instructions adressées aux services de police judiciaires régionaux pour renouveler les procédures visant à limiter la propagation des activités criminelles enregistrées qui conduisent à la destruction des forêts, des récoltes agricoles et des ressources animales. Cette réunion commune témoigne de l'intégration et de la coordination du travail gouvernemental dans le traitement des questions portant atteinte à la sûreté et à la sécurité du citoyen et de leurs biens, ainsi qu'une partie intégrante de l'économie nationale. Cet événement important témoigne des efforts des différents secteurs pour trouver des moyens appropriés pour limiter la propagation des incendies de forêt. Lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, le président de la République a insisté sur la nécessité de mettre en place un système de veille efficace pour faire face aux feux de forêt. Il a ordonné le lancement d'un appel d'offres pour l'acquisition de 6 avions bombardiers d'eau de taille moyenne pour lutter contre les feux de forêt. Il a également ordonné le lancement d'un appel d'offres à destination des start-up pour la modernisation des outils et équipements dédiés à la surveillance du couvert végétal à travers des drones et de coordonner avec l'état-major de l'armée nationale populaire pour faciliter ces opérations vitales et maîtriser ce phénomène. Et voilà, retour sur le plateau donc pour parler de cette thématique. L'installation de cette commission est intervenue plus tôt cette année pour assurer une meilleure préparation de la prévention de lutte contre les incendies. Colonel Achour. Oui, tout à fait. Il faut savoir que, point de vue de la conjoncture actuelle, nous avons constaté déjà, on a enregistré plusieurs foyers d'incendie durant ce mois. Et vous savez qu'en général, la forêt euro-méditerranéenne est particulièrement vulnérable ces dernières années. À ce titre, même l'ensemble pratiquement des pays euro-méditerranéens ont tous eu déjà des départs de feu très importants.
Grâce, bien sûr, à la mobilisation de tous les services, nous avons quand même réussi d'éteindre dans la plupart des incendies qui sont déclarés dans un temps record, notamment au niveau de la wilaya de Skikda, au niveau de la wilaya de Chlef. Pour cette année, il est important, justement, il était parmi les recommandations qui ont été retenues par rapport à la situation de l'année passée, c'est de mettre tous les dispositifs opérationnels d'une façon plus précoce que par rapport aux dernières années. Il faut savoir que durant les 10 dernières années, la date qui était prévue pour la mise en place du dispositif opérationnel, c'était le 1er juillet. Maintenant, on est carrément passé pratiquement au mois la mi-mai, la mise en alerte la progressive de l'ensemble des moyens pour qu'ils soient totalement opérationnels début juin. On fait face à ce changement climatique. Aujourd'hui, les fortes chaleurs commencent plus tôt, elles sont plus fortes, elles sont cycliques. On ne peut pas prévoir aujourd'hui à quel moment elles vont avoir lieu. On doit s'y prendre vraiment à l'avance et agir aussi en amont. Oui, vous avez raison, parce que vous savez que déjà, on est en train d'enregistrer des pics de chaleur, l'indice d'inflammabilité commence un peu à s'emballer, donc déjà il faut prendre ces dispositions. Il faut bien sûr commencer par l'étape puis on s'est exacerbé par la sécheresse aussi. Bien sûr, la sécheresse, par la sensibilisation d'abord, parce qu'il faut savoir que cette vulnérabilité des forêts est due à un certain nombre de facteurs, et pour pouvoir faire face, il faut utiliser tous les maillons de la chaîne de la prévention. Oui. Une coordination, une synergie de tous les à le faire. Interministériel. On va en parler, c'est très important aussi. Alors, comme je le disais, il y a une sécheresse aujourd'hui, il y a un changement climatique, il y a une vulnérabilité du massif forestier, comme le souligne encore une fois le colonel Achour. On doit s'y prendre à l'avance. Comment protéger aujourd'hui nos forêts ? Merci. Donc, ce qu'il faut retenir quand même, ces changements climatiques qui ne sont pas spécifiques à l'Algérie. Bien sûr. Tout le monde souffre actuellement, particulièrement les pays du bassin méditerranéen. Donc, à nous de nous adapter à cette situation. Il faut s'adapter et il faut retenir quelque chose par rapport au phénomène des incendies de forêt, que ce sont des facteurs aggravants. Ils ne sont pas des facteurs déclenchants de l'incendie. C'est ça où il faut faire la distinction et la différence et prioriser la réflexion sur le facteur déclenchant que sur le... Et le facteur déclenchant, c'est l'homme. Disons à 99%, pour ne pas dire à 100%, mais disons à 99%. C'est-à-dire par ses agissements, par le non-respect de l'environnement ou par des actions criminelles? Donc il faut retenir, il y a un peu de tout. Mais ce qu'il faut retenir, que depuis fort longtemps que l'usage de feu a été un usage ancestral. Le feu a été une découverte pour l'humanité. On utilise le feu pour ses propres besoins domestiques, pour assainir, pour nettoyer, pour chauffer, pour etc., etc. Sauf que il y a parfois une négligence, une imprudence de la part de l'homme. De l'autre côté, il y a le facteur, c'est vrai, il y a l'acte criminel. L'acte volontaire, il est très peu. Ils sont pas, les déclarations d'incendie ne sont pas importantes, mais elles causent beaucoup de dégâts. Pourquoi ? Parce que le criminel, les personnes mal intentionnées, ils choisissent non seulement la période, ils choisissent même le lieu, de telle manière à ce que les services qui devraient intervenir n'atteignent pas, etc. Et le feu ne s'attend pas. Le feu, il est imprévisible. En quelques minutes, on peut se retrouver avec des centaines d'hectares. Donc c'est pour ça, et par-dessus tout, nous avons un pays à relief très accidenté. Et c'est dans ces régions que se reposent nos forêts. Donc c'est pour cette raison que la réflexion d'acquisition de moyens de lutte aériens, c'est une réflexion bien réfléchie. Pourquoi à un certain moment, les moyens roulants terrestres ne peuvent rien faire. Ils sont mobilisés, ils sont sur place, mais ils ne peuvent rien faire. Donc seuls les moyens qui peuvent survoler le foyer d'incendie peuvent atténuer et circonscrire les incendies de forêt. Alors sur le plan justement de lutte contre les incendies de forêt, on va revenir à ces moyens que nous avons acquis. Quel est le plan que nous avons tracé aujourd'hui? Pour vous parler de sensibilisation, colonel, c'est important puisque vous disiez qu'il y a aujourd'hui l'inconscience de l'homme quand il ne respecte pas son environnement. C'est important de sensibiliser, d'informer, de former aussi. Oui, effectivement. L'homme ne respecte pas peut-être par méconnaissance, par que c'est pas un acte qui est vraiment volontaire. D'où la nécessité de sensibiliser. Tout le monde aime la nature.
Tout le monde cherche de l'ombre, tout le monde cherche la forêt. Quand on tout allume un barbecue en été dans une forêt, on éteint mal, on jette des déchets. Justement, c'est dans ce sens que la sensibilisation, comme vient de si bien dire le colonel Achour, la sensibilisation est une action très très importante dans le dispositif de prévention. Mais sauf qu'il faut choisir son groupe cible. C'est ce que j'allais poser comme question, vous anticipez. On sensibilise qui? Oui. Depuis fort longtemps, on ne cesse de faire la sensibilisation en direction des écoliers. Oui. Or, ce n'est pas eux qui sont en train de... Voilà, donc il faut... Une fois qu'on connaît les gens qui causent des incendies de forêt, c'est ça, il y a une technique qui s'appelle la recherche des circonstances et des causes des incendies de forêt qu'on vient de... On vient de s'imprégner par rapport à cette technique. Nous sommes en phase embryonnaire, mais il faut continuer pour former des équipes pluridisciplinaires qui sont composées de nos collègues de la protection civile ainsi que ceux du commandement de la gendarmerie qui vont aider les services qui sont chargés des enquêtes. Et le rôle de ces équipes pluridisciplinaires est de déceler le point de départ de l'incendie. Parfois, si on trouve la traçabilité qui a causé l'incendie, on peut avoir une idée, peut-être, je ne sais pas, peut-être un feu de camp, peut-être, etc. Là, on aura une idée sur le profil des personnes qui ont utilisé, qui ont abandonné le feu sans qu'ils prennent de dispositions. C'est pour ça qu'il faut qu'on révise, on revoie cette notion de sensibilisation envers les écoliers et de passer envers les personnes qui peuvent intervenir et qui sont aux alentours des massifs forestiers. Vous parliez avant des comités de village aujourd'hui. C'est les personnes que l'on sensibilise? Vous savez qu'en matière de prévention, le principe de la prévention, c'est de mettre en place des barrières et renforcer, si vous voulez, les maillons de la chaîne de la prévention. Quand on parle ainsi, il faut cibler pratiquement tous les citoyens parce que vous avez aussi des gens qui passent juste en allant vers chez eux, passent par des forêts. Il faut tout aussi qu'ils soient sensibilisés que les autres. Est-ce qu'il faut mettre des pancartes? Parce que c'est un travail que vous avez toujours mené au niveau de la protection civile. Mais cette année, on est en train, la réflexion qui a été engagée, c'est de passer carrément à cibler un peu plus les riverains pour qu'ils deviennent carrément des acteurs de la prévention. Et les riverains, vous avez un nombre important de villages et d'hameaux d'habitation situés, répartis dans l'espace forestier. Et le travail cette année, c'est de travailler avec ces comités de village, avec les associations, pour essayer d'abord de rendre, parce que la priorité reste un peu, surtout éviter à ce qu'on ait des drames, des pertes humaines. Donc on va essayer de travailler dans ce sens-là, de les sensibiliser et de les former comment se comporter justement avant, pendant et après. Et ça permettra certainement d'avoir des villages, des mots de village plus résilients par rapport à ce risque. Et ça va permettre aussi d'avoir, si vous voulez, beaucoup d'acteurs qui permettent d'assurer une alerte efficace. Justement, j'allais en parler de ce système d'alerte. Est-ce qu'il y a un système qui est mis en place pour leur permettre de donner cette alerte en temps réel? Vous savez qu'il y a bien sûr plusieurs numéros qui sont à disposition de nos concitoyens. Chaque année, on essaye de faire un peu plus. Mais parfois, ça ne répond pas, colonel Achour. On peut appeler plusieurs fois. Des fois, on trouve la ligne occupée. Des fois, mais est-ce qu'il ne faudrait pas une ligne spécifique ou un système d'alerte spécifique pour le lancement justement, des feux de forêt? Le 10-21 a été créé, par exemple, par rapport à cela, par notre département ministériel, qui vise justement parce qu'il permet d'avoir une plus grande capacité. Donc, chaque appel, on pourra facilement répondre à tous les appels. Et vous savez qu'un système d'alerte, c'est une combinaison de plusieurs intervenants. Voilà. Il y a le système qui émet de surveillance d'alerte par la Direction générale des forêts. Vous savez même les pilotes qui passent dans les lignes aériennes qui traversent ont l'obligation de signaler aussi. Donc on essaie d'utiliser tous les moyens qui sont disponibles pour pouvoir justement faire alerte. Et puis il y a un point très très important. Vous savez qu'on fait beaucoup dans l'anticipation. L'anticipation par rapport au sexe. On a maintenant des outils d'aide à la décision. Nous avons, par exemple, des indices d'inflammabilité qui nous permettent de savoir des moments ou des journées où le risque est très, très, très élevé. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On met carrément un dispositif très maillé qui permet justement, on essaie de découvrir les zones sensibles pour avoir justement rapidement
une alerte. Parce que plus tôt on intervient, moins les dégâts sont importants. Alors, on en parlait, le massif forestier aujourd'hui qui est vulnérable. 28 000 hectares de forêt sont partis en fumée pour l'été dernier, sans parler du tragique bilan des pertes humaines. Aujourd'hui, la prévention des incendies doit se faire tout au long de l'année. On doit débroussailler, créer des pistes. Ce n'est pas juste à l'arrivée de l'été. Ben oui. Si on veut protéger la forêt, ce n'est pas uniquement contre les incendies. L'incendie constitue qu'un des facteurs de dégradation du patrimoine forestier. Il y a plusieurs d'autres facteurs, à l'image des maladies, des attaques parasitaires. On a perdu plusieurs espèces aujourd'hui à cause de ces incendies. Oui, effectivement. Donc, pour préserver et conserver cette forêt, surtout que notre pays, il est vraiment très en deçà de la moyenne internationale de taux de couverture forestière. Par rapport au nord, nous sommes juste approximativement à 12% du taux de couverture, alors que la norme internationale, elle est près de 25%. Donc ça veut dire que non seulement on devrait préserver ce que nous disposons comme patrimoine, mais il faut doubler la surface, 4 millions autres hectares. Nous avons de l'espoir peut-être, espérons qu'on va réussir par rapport au projet du barrage vert. Ça serait vraiment merveilleux. Non seulement on va multiplier la surface forestière, mais on aura en parallèlement un bouclier naturel contre la désertification. Et puis ce barrage vert, je suis en train peut-être de détourner du sujet des incendies de forêt, ça va permettre d'impliquer les populations. Ce n'est plus le barrage vert proprement forestier. Un poumon économique aussi pour les régions. Et il a aussi le cachet économique. Maintenant, par rapport au... Est-ce qu'on débroussaille avant? Est-ce qu'on essaye de créer des pistes? Est-ce qu'on fait ce travail en amont tout au long de l'année avant l'arrivée des fortes chaleurs? Oui, on le fait durant toute l'année, oui, on le fait, mais c'est en discontinuité. Donc, il y a certaines régions qui travaillent plus que d'autres. Ça dépend aussi de l'enveloppe financière qu'on réserve à une wilaya par rapport à une autre, mais l'État n'a pas lésiné de ses efforts pour débloquer des enveloppes, des sommes colossales par rapport non seulement pour le débroussaillement, pour les aménagements et les ouvertures de pistes, les tranchées par feu qui constituent des couloirs d'obstruction et pour éviter la propagation du feu. Il y a les postes de vigie, qui sont des tours justement de surveillance de départ d'incendie, sauf que l'inconvénient de ces tours, ils ne peuvent pas couvrir la totalité du moment que le relief il est très... Et l'idée de s'acquérir de drones de surveillance, c'est vraiment excellent comme une surveillance comme appui pour les zones non couvertes. Espérons que l'acquisition se fera dans le meilleur délai possible. On va arriver à ces moyens aujourd'hui. De quels moyens disposons-nous, puisque 33 wilayas ont été touchés, c'est ça pour les incendies de l'année dernière? 37, voilà, 37, donc beaucoup plus. Est-ce que nous avons les moyens aujourd'hui d'assurer la sécurité de tout ce massif forestier? Vous savez qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été réalisés dans ce sens par les pouvoirs publics, notamment en matière d'équipement. Je pourrais vous dire, en ce qui concerne la Direction générale de la protection civile, il faut savoir, c'est vrai que l'été pour nous, il y a beaucoup de risques. Ça veut dire qu'on parle carrément de stress. Risques liés à la saison estivale. Il faut savoir qu'on a des plages d'un côté. Oui, les noyades. On a bien sûr les noyades, surtout le nouveau phénomène de noyades dans les plans d'eau, qui constitue vraiment pour nous cette année une priorité, sur laquelle on va beaucoup travailler. Nous avons aussi une augmentation aussi de la mobilité, c'est-à-dire plus d'accidents de la route. Vous avez l'organisation scorpionique d'un autre côté. Donc vraiment, on est un peu sur tous les fronts. Ceci dit, nous avons préparé pour cette année un plan assez conséquent qui prendra en charge l'ensemble des wilayas qui sont touchés par le phénomène des feux de forêt, à savoir la mobilisation en tout de 19 000 agents et officiers gradés qui ont la charge d'assurer un peu la sécurité et d'intervenir en cas d'incendie. Et indépendamment aussi des autres missions qu'on leur a données, notamment les missions de sensibilisation, surtout le contact avec la population pour essayer de les sensibiliser et essayer de faire un travail pour renforcer un peu ces maillons de la prévention. Et à ce titre, nous avons quand même 505 unités opérationnelles qui sont dédiées au risque de forêt, indépendamment des 65 colonnes mobiles, et ce qui permet d'avoir quand même une force de frappe assez importante. Et les wilayas à forte vocation forestière disposent actuellement de 2 voire 3 colonnes mobiles.
Donc ça a permis d'avoir beaucoup plus de capacité opérationnelle. Et nous avons, en plus de tous ces moyens, nous avons prévu cette année 3 groupements de moyens pour justement appuyer, si le besoin se présente, les équipes qui seront engagées, à savoir un groupement au niveau de la wilaya de Chlef, un deuxième au niveau de la wilaya de Taraf et Blida. Au niveau du centre, on a réparti entre Blida et Bouira. Et ces moyens, si vous voulez, cette année, c'est des moyens supplémentaires que nous avons dégagés qui vont, indépendamment des autres moyens engagés, d'intervenir en cas de nécessité. Pour le volet aérien, par contre, nous avons bien sûr la flotte. On parle beaucoup de ces bombardiers. Du groupement de la protection civile qui a acquis quand même une certaine maturité, une expérience certaine. Nous avons aussi l'appui de l'Armée nationale populaire qui chaque année aussi... On a une flotte de combien entre hélicoptères et l'acquisition de bombardiers? Vous avez les bombardiers, on a un contrat en finalisation avec 6 bombardiers que nous devons acquérir qui vous permettent justement, qui vont être déployés entre 3 points et qui vont appuyer un peu avant la saison estivale. Absolument, ça va normalement, c'est incessamment. Il s'agit juste de régler quelques petits problèmes techniques parce qu'il faut préparer aussi toute la logistique qui va avec. Et à ce titre, je pourrais vous dire qu'il y a eu beaucoup de réalisations, notamment des aires d'atterrissage qui ont été aménagées, qui existaient, qu'il a fallu reprendre et réaliser. On a même prévu certains tronçons d'autoroute seront utilisés pour l'atterrissage, pour pouvoir remplir rapidement. Les hélicoptères, faut le dire aussi que ça sert aussi à sauver des vies humaines. Aujourd'hui, c'est la spécificité justement des hélicoptères. Ça permet d'avoir un outil polyvalent qui apporte des solutions. Des solutions pratiques qui nous permettent de faire des sauvetages d'un côté et aussi de sauver par une intervention très très rapprochée ce qui a été réalisé l'année passée, qui a permis de sauver vraiment un nombre important de personnes. Alors parmi les solutions qui ont été apportées, est-ce qu'on a demandé aujourd'hui à ce qu'il y ait aussi des arrêtés d'interdiction d'accès à certains massifs forestiers justement pour éviter qu'il y ait ce genre d'incendie? C'est-à-dire obstruer les passages? Oui, certains où c'est inaccessible ou non, on ne pense pas à passer à cette étape. Certains chercheurs disent bien le contraire. Tant qu'on ouvre la forêt, tant qu'on l'expose à des risques de dégradation, que ce soit incendie, etc. Donc ça, c'est ce que je vous dis. Est-ce qu'on a pensé à arrêter ou interdire l'accès à certains massifs forestiers? Oui, interdire l'accès, c'est pour là où il y a un flux important de visiteurs. C'est des mesures assez extrêmes, mais... C'est l'une des solutions. Mais ce qu'il faut retenir, tout à l'heure, vous avez posé la question par rapport à notre vaste pays. Est-ce que les moyens peuvent faire face justement à ce phénomène des incendies de forêt? Si on tient compte des statistiques et de l'historique des incendies de forêt, ces 40 dernières années, on retrouve environ 15 wilayats qui sont les plus vulnérables, qui sont les plus affectés par rapport à d'autres. Et si on arrive à concentrer et à bien réfléchir comment positionner et mettre ces moyens au niveau de ces wilayats, je cite, et surtout ce sont des wilayats du centre littoral jusqu'à du centre littoral centre et jusqu'à la frontière littorale tunisienne. De sécheresse et de manque de pluie aussi, ce qui aggrave la situation. Oui, mais la sécheresse, pardon madame, etc. J'ai dit que ce sont des facteurs aggravants. Le problème, il faut réfléchir, le facteur déclenchant, c'est l'homme. Et nous avons une idée sur le profil des personnes qui utilisent le feu. Généralement, ce sont des agriculteurs ou c'est des éleveurs. C'est généralement eux et à un degré moindre les estivants par rapport à tout ce qui est feu de camp et les barbecues. D'abord là, il faut axer la multiplication de la sensibilisation. Quant aux moyens, surtout avec l'existence d'un indice météo qui est mis en place par nos amis de l'Office national de la météorologie, qui nous donne des informations 48 heures à l'avance. Et nous avons un certain nombre d'informations sur les wilayats qui
ayant un indice de risque important. On a le temps de donner l'alerte à nos amis, que ce soit de forestiers ou même nos amis de la protection reçoivent le même Justement, est-ce qu'il y a ce travail de coordination qui se fait correctement avec les autorités locales, avec la wilaya? Il y a le plan Orsec, il y a la protection civile, il y a la DGF, il y a aussi l'armée nationale populaire qui intervient. Est-ce qu'il y a cette coordination entre chaque bien sûr qu'il y a entre certains secteurs, il y a la coordination. Entre la protection civile et la DGF, c'est une tradition. L'armée nationale, c'est avec un grand P. Ils sont omniprésents à toutes les catastrophes. Ça, c'est indiscutable, quelle que soit la nature des catastrophes. Maintenant, ce qui est important de le dire, si au niveau des collectivités, particulièrement au niveau de la wilaya, Monsieur le Weli ou son secrétaire général, qui sont les chefs des comités opérationnels et comités de wilaya de protection des forêts. S'ils insistent, ils contrôlent le dispositif tel qu'il est avancé dans le plan feu de forêt, il faut contrôler. D'ailleurs, ce qu'il faut faire maintenant, avant la campagne des incendies, c'est de vérifier est-ce que les moyens qui sont évoqués et cités existent réellement avant le début de la campagne des incendies. Qui sont opérationnels, parfois aussi ils ne le sont pas. Il faut savoir qu'il y a des comités techniques qui s'attellent à ça. Il y a des plans qui sont à chaque fois vérifiés. Il y a une réglementation qui est très stricte là-dessus. Et on essaye justement d'être un peu la locomotive pour essayer de mettre en accord et, si vous voulez, travailler en coordination avec tout le monde. Et je pense que ça marche quand même assez bien. Il faut savoir que, aussi ce qu'a dit mon collègue de la Direction générale des forêts, c'est qu'on a maintenant des outils d'aide à la décision, comme j'ai dit tout à l'heure. Nous avons, en ce qui nous concerne, le SWAC, le schéma de wilaya d'analyse de couverture des risques, qui nous permet d'avoir une cartographie précise des risques par wilaya. Voilà. Il faut aujourd'hui des cartes de sensibilité aux incendies, c'est ça? Absolument. Et on a ces cartes-là qui sont mises à jour. Il y a des études qui sont menées par rapport à la vulnérabilité et pour apporter des réponses, justement, des réponses sur le plan de la prévention, c'est important, sur le plan aussi de la formation des personnels. C'est tout aussi important. Nous n'avons pas encore cette cartographie. Si elle n'englobe pas tout le territoire. Elle est opérationnelle, ce qui nous permet de faire de grandes avancées. Elle n'englobe pas tout le territoire national aujourd'hui, il faut l'élargir. Non, justement, l'avantage qu'on a, c'est que nous l'avons déjà 5 ans qu'elle est mise en pratique. Ça nous permet d'avoir vraiment une cartographie précise. C'est pour cela que ça nous permet d'avoir quelque part les informations utiles, parce que ça demande quand même un peu de temps par rapport aux études qui sont menées. Et ça nous permet justement d'avoir une évaluation précise du potentiel risque pour pouvoir apporter des réponses. À ce titre, nous avons, durant les 3 dernières années, formé pas moins de 12 000 agents en matière de feux de forêt. Et nous avons formé bien sûr les agents intervenants, mais aussi de l'encadrement. Nous sommes quand même en FDF 5, c'est le plus haut niveau international. Donc nous essayons aussi d'apporter des réponses à ce titre-là, à ce niveau, mais aussi par rapport aux équipements qui sont nécessaires. Mais si vous voulez, pour que ça marche bien, il faut que beaucoup de choses doivent se faire en même temps. Il faut aussi une accessibilité. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des moyens si vous n'avez pas une accessibilité. Il faut qu'on ait une accessibilité, il faut qu'on ait des cartes, une mise à jour des cartes. C'est ce qu'on s'attelle à faire. Déjà, sur le plan organisationnel, nous sommes déjà très avancés. Aussi, absolument. Nous avons justement revu l'ensemble des cartes et étudié des scénarios les plus vulnérables. On essaie à chaque fois justement de profiter de l'expérience acquise. Il y a des simulations qui se font maintenant au niveau des wilayas en cas d'incendie. Il y a des simulations qui se font normalement. Voilà, justement, on en fait tout le temps. D'ailleurs, avant-hier, nous avons fait au niveau de 2 wilayas, Tarf et c'était des simulations par rapport au risque inondation. Mais ça en coordination avec les autorités locales. Voilà, donc, ce qui permet de savoir si les moyens dont disposent les localités sont opérationnels. La réactivité, ce qui est important. Parce qu'un risque peut démarrer à n'importe quel moment. Il faut être prêt. À ce titre, en ce qui concerne la Direction générale de la protection, nous avons un plan annuel et on essaie de mettre en pratique l'ensemble des dispositifs et mettre en application l'ensemble des plans d'action pour pouvoir être performants
répondre, efficacité et efficience. C'est ce que les pouvoirs attendent de nous. Et on essaye justement par une formation de qualité et un équipement de pointe pour pouvoir répondre à ça. Ce sera ma dernière question pour vous, M. Boumsaoud. Est-ce qu'aujourd'hui, on pense à installer aussi au niveau des massifs forestiers des points d'eau additionnels pour que justement les équipements acquis puissent avoir de l'eau, hein. C'est ça, parce on dit toujours qu'il faut faire tout un tour pour éteindre l'incendie, ce qui est une perte de temps. Est-ce qu'on pense à mettre des points d'eau additionnels? Oui, les points d'eau constituent un ouvrage aussi de défense des forêts contre les incendies de forêt, au même titre que les postes de vigie, au même titre que les pistes forestières ou les tranchées par feu. Oui. Donc pour cette année, nous avons la mobilisation de plus de 3500 points d'eau. Et ils servent non seulement, ils appartiennent pas uniquement à l'administration des forêts, c'est des recensements des points d'eau qui peuvent être utilisés à tout moment par les moyens de l'administration des forêts, ou que ce soit pour les autres secteurs. Donc les points d'eau, c'est aussi ils ont besoin de s'approvisionner assez rapidement, et quand il y a un départ, je pense que c'est nécessaire. Il y a pour cette année déjà, on a réceptionné 10 sites qui permettent justement à nos hélicos de pouvoir atterrir et s'approvisionner au niveau de 10 wilayas qui ont été réceptionnés, qu'on va utiliser cette année. Ça permet justement d'avoir des possibilités pour gagner du temps. Parce que le temps est important dans la gestion de ce genre de catastrophe. Alors pour résumer, au niveau, je vais vous encore donner la parole, au niveau matériel, on a 6 bombardiers qui doivent être de taille moyenne. On l'a expliqué, qui correspondent à notre massif forestier qui est assez accidenté et difficile d'accès. C'est pour ça que le choix a été fait à porter sur ce Voilà, c'est un choix pertinent et technique qui permet justement par rapport à la pour mettre fin à toute polémique, parce qu'on a beaucoup parlé sur ça. Non, c'est des choix techniques qui sont mûrement réfléchis. Ça permet aussi par rapport à s'adapter. Si vous voulez, c'est le fruit d'une étude qui a été menée. Donc, ça permet d'avoir une bonne réponse technique par rapport à notre topographie. En quelques secondes, le mot de fin. Moi, j'insiste sur la contribution des populations particulièrement rurales que nous considérons comme un partenaire privilégié. Donc, à tout moment, ils peuvent contribuer surtout par rapport à l'alerte et surtout la disponibilité d'un numéro vert qui est 1070 pour l'administration des forêts. Nous avons, sans oublier nos amis des associations de chasseurs qui sont dans leur terrain. Donc, ils ont intérêt à protéger cet espace qui est le leur. Donc, à défaut, ils n'auront plus l'endroit où... Même les agriculteurs, aujourd'hui, qui perdent leur récolte. Oui, exactement. Voilà. Merci, messieurs, d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été présents sur ce plateau. Nous allons passer à notre deuxième thématique. Les autorités publiques se sont engagées à ne ménager aucun effort afin de donner un nouveau souffle à la capitale et d'assurer à ses habitants un meilleur cadre de vie à la faveur de la nouvelle vision stratégique de réaménagement et de réhabilitation d'Alger. Nous allons parler du plan vert. Voici quelques détails avec Majda Jahmoun. Avec une superficie de 5000 hectares, les couverts forestiers et les espaces verts sont les poumons de la capitale. Pour protéger ses atouts floristiques et faunistiques inestimables, la wilaya d'Alger a mis en place un plan de réaménagement de ces zones. Objectif, préserver et garantir la durabilité de ces écosystèmes à long terme. Parmi ces projets ambitieux, la décharge de Oued-Smar qui s'est métamorphosée pour devenir un espace vert. Autre projet non moins important, celui de Dounia Park, où 1059 hectares seront exploités pour l'établissement de pistes cyclables, la réalisation de 3 passerelles ainsi qu'un parking d'une capacité totale de 5000 véhicules. Il est réparti en 4 zones. La zone 1, actuellement en cours de travaux, il est constitué de 3 grands lacs. Le premier lac et le deuxième lac, les travaux sont en cours par la wilaya d'Alger. Ils sont en voie d'achèvement. Consistant, c'est 1,8 km de pistes cyclables qui sera livré cet été. L'éclairage public en cours de réalisation, 3 passerelles. La passerelle pour survoler ou pour traverser le lac afin de relier les 2 lacs, lac 1 et lac 2.
la deuxième passerelle, sur la deuxième rocade, pour permettre aux gens de la zone 4, l'Achour ou l'Edfeit, pour aller vers la zone 1, 6 parkings en cours de réalisation. La DTP actuellement réalise sur la coupe de la Wilaya, bien sûr, pour un montant de 1 milliard de dinars. C'est un grand parc qui sera livré avec toutes les commodités. Et pour mieux protéger les plans d'eau, des programmes de plantation de différents types d'arbres et de réalisation d'ouvrages mécaniques et biologiques ont été mis en place par la direction des forêts. Une fiche technique elle a été donc réalisée pour atténuer un petit peu tous les phénomènes d'érosion apparente afin de fixer le sol dans le plus bref délai. La superficie prévue donc pour protéger un petit peu tout le pourtour du plan d'eau, ce sera sur 11 hectares avec différentes espèces forestières. En exemple, le peuplier, les platanes, les pistachiers, les poivriers, le saule pleureur, et différents types de pins. Cette grande opération de réaménagement concerne également l'autre joyau naturel, espace de jeux et de loisirs privilégié des Algériens, le parc zoologique de Ben Aknoun, qui deviendra un parc safari. Le village africain restera donc digne de son nom et drainera un nombre important de visiteurs. Le parc safari, c'est un nouveau concept qui est en vogue à travers le monde. Ce sera une première en Algérie. C'est un concept qui consiste à mettre les animaux sauvages, donc ces animaux comme le lion, le tigre, l'éléphant, dans un espace en semi-liberté. Voilà. Et on inverse un petit peu les rôles. Et c'est les visiteurs qui seront enfermés quelque part, donc soit dans des tunnels vitrés, par exemple. Les visiteurs pourront donc observer ces animaux sauvages, les approcher sans danger. On a la réhabilitation de la clôture, il y aura la réhabilitation de la voie ferrée, il y aura aussi la réhabilitation de l'éclairage public. La réhabilitation, il y a 2 hôtels, il y a le Mouflon d'Or et la résidence, donc une expertise a été lancée pour nous permettre de réhabiliter ces 2 édifices. Il y aura aussi la création de quelques points d'eau, donc les forages, les bassins, les châteaux d'eau, la réhabilitation des différentes stations et l'acquisition de quelques wagons. Donner un autre aspect architectural, une autre façade qui épouse l'environnement immédiat. Le plan vert de la wilaya d'Alger revêt une importance capitale, d'autant plus qu'il englobe plusieurs opérations de réhabilitation et de réaménagement d'espaces verts et de sites forestiers, vu leur rôle dans la régulation du climat et la protection de la biodiversité pour un cadre de vie meilleur. Retour sur le plateau, c'est ce qu'on souhaite, un cadre de vie meilleur dans une capitale et essayer de respirer un air plus frais. Alors Alger dispose, je le disais dans l'introduction, d'une couverture forestière diversifiée étendue sur 5000 hectares avec 113 sites forestiers. Les forêts peuvent réellement contribuer à l'économie locale et nationale. Et pour en parler, nous avons avec nous Madame Marloufi Amel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'environnement à la wilaya d'Alger. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi. Nous avons également avec nous Monsieur Lounis Ramdan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé d'études et de synthèse à la wilaya d'Alger. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va détailler aujourd'hui le plan vert, un plan de réaménagement de la capitale. On a vu un petit peu, on a un aperçu de tout ce qui se passe. Il s'agit aujourd'hui un peu de tout dépolluer, de tout nettoyer, de rendre à la capitale ces anciens poumons verts aujourd'hui un petit peu délaissés ou beaucoup pour certains sites. On va peut-être entamer la question avec le lac de Regaya, un très beau site où c'est que malgré l'état des choses, on a des visiteurs, c'est-à-dire qu'il y a une demande aujourd'hui de la population. Il y a tout un travail qui se fait derrière. Tout à fait. Pour le rendre plus sain, on va dire. Effectivement, donc pour le lac de Regaya, donc il faut pas perdre de vue. Il faut pas oublier aussi que c'est un lac qui est classé site Ramsar. Oui. Depuis 2003. Donc l'objectif de ce classement, c'est de pouvoir le protéger et de le préserver. Il y a des espèces, par rapport aux espèces, par rapport à la faune et à la flore, et beaucoup plus par rapport aux oiseaux migrateurs. Donc c'est à partir de là qu'il y a eu, la volonté et la politique de l'Algérie pour pouvoir classer et préserver ce site à partir de 2003. Donc parallèlement à ça, donc il y avait également le centre cynégétique, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc c'est un espace récréatif
éducatif en même temps, parce qu'il y a aussi des enfants et des écoliers qui partent là-bas à la conquête et à la découverte aussi, pour leur inculquer aussi la préservation de l'environnement et de l'écologie de façon générale. Donc, et en plus de ça, et on a, à travers aussi la promulgation de la loi cadre sur les aires protégées, puisqu'auparavant, pourquoi il y a eu le classement en 2003, puisqu'en Algérie, il n'y avait pas une réglementation qui régit les aires protégées. À partir de 2011, il y a eu la loi cadre sur la préservation des aires protégées. C'est une réglementation qui réconforte un petit peu le classement du site Ramsar. Et pour le lac de Reghaïa, donc il y a eu le classement à la fin d'année de 2020, en décembre 2022. Donc c'est une double protection tout récent. Et préservation de ce lac. Alors aujourd'hui justement, comment arriver à préserver ce lac classé site Ramsar alors qu'il y a des eaux usées qui se déversent dedans, qu'il y a les industriels qui déversent leurs eaux toxiques dedans, il y a des constructions anarchiques autour de ce site. Comment procéder aujourd'hui pour le rendre viable, sain? Vous le disiez, il y a des écoliers qui vont là-bas. Il ne s'agit pas de créer aussi un problème sanitaire. Tout à fait. Donc pour cela, le lac de Reghaïa est parmi les plans et les projets que la wilaya d'Alger a mis en place. Elle s'attelette pour mettre en place des dispositions pour freiner justement cette pollution et préserver ce lac et ce marais qui est l'un des vestiges et le seul que je dirais qui reste sur la Mitidja. Donc pour ce faire, il y a le plan d'action qui est en train de se faire en matière de dépollution. Donc il y a les deux actions, le captage et la mise en place d'un système de conduite pour justement freiner la pollution urbaine. C'est à travers la mise en place de canalisations, de collecteurs pour drainer et capter tous les eaux qui se trouvent en bas de la construction. Face à une station d'épuration. Voilà, donc il y a la station d'épuration la station d'épuration de Reghaïa qui est mise en place justement pour pouvoir drainer toutes et collecter et traiter ces eaux usées urbaines au niveau de ces steppes. Donc il y a un programme d'urgence qui est lancé par la wilaya d'Alger. Au fait, il y a deux projets. Le programme d'urgence, c'est de drainer et de collecter tous les rejets urbains à proximité du lac pour le préserver. Et le deuxième projet aussi, qui est inscrit et qui va se lancer incessamment, il est en phase de lancement des avis d'appel d'offres. C'est pour la mise en place de 20 km de collecteurs avec 2 stations de pompage justement pour pomper tous les eaux usées urbains pour les traiter au niveau de la steppe de Reghaïa. Pour les industriels. Le deuxième volet pour les industriels aussi, à travers aussi la politique de contrôle des établissements classés et le contrôle des industriels. Malheureusement, on a compté des industriels qui se trouvent sur la zone industrielle de Ruibaraya et il y a un travail qui se fait de proximité, d'inspection et de contrôle. Donc, on avait compté pratiquement une cinquantaine d'industriels qui généraient des rejets urbains. Heureusement, ce n'est pas tout qui pollue. Sur les cinquantaines d'unités industrielles génératrices de rejets industriels, donc il y a pratiquement une trentaine qui traitent le rejet avec la mise en place d'un système de traitement. Et pour le reste des unités, donc il y a un travail de contrôle, de sensibilisation aussi et d'accompagnement à travers le travail de proximité qui se fait et à travers le contrôle de ces unités via la commission multidisciplinaire de la commission. Ça demande une coordination de tous les secteurs à ce niveau-là, les ressources en eau, l'industrie, la santé, l'habitat, l'agriculture, parce qu'il y a aussi le foncier, après on peut en parler. Aujourd'hui, il est nécessaire de récupérer ces espaces verts qui peuvent être un poumon économique, comme je le disais tout à l'heure, et aussi de villégiature pour les habitants. C'est important. Absolument, c'est en cela que consiste le plan vert. C'est d'essayer de récupérer un petit peu tous les espaces verts à travers la capitale. Et Dieu sait qu'il y en a. Et donc, parmi ces espaces verts, nous pouvons citer déjà le parc Dounia, le parc Dounia de Ben Aknoun, le parc zoologique de Ben Aknoun. C'est des espaces uniques au monde. Et ça, je peux vous le dire. C'est unique en ce sens que la capitale dispose de cet espace, d'ailleurs que nous appelons à juste titre un poumon vert, le poumon de la capitale.
Qui a été longtemps délaissé quand même. Hein. Il est dans une situation de laisser aller. Aujourd'hui, on en prend conscience, on veut le faire revivre. Est-ce que cela se fait sur fonds propres de la wilaya ou est-ce qu'il y a un budget aujourd'hui qui est mis en place nous avons demandé un budget justement dans ce sens. Vous avez eu l'aval des autorités publiques. Absolument, les pouvoirs publics se sont penchés sur cette question. Et donc on a compris que ce parc doit être aménagé, doit être élevé à un niveau international et aux normes internationales de parc. Et donc à ce sujet-là, il y a une étude déjà qui est faite, qui est entamée par le BNEDER et qui consiste donc à projeter un certain nombre d'actions dans ce parc de façon à pouvoir l'aménager. D'abord le réhabiliter et l'aménager. L'aménager en parc safari. Safari, c'est un nouveau concept. Donc c'est un concept, d'ailleurs il sera unique en Algérie. C'est un concept dont on parle à travers le monde et qui a déjà fait ses preuves à travers le monde. Et il y a beaucoup de parcs qui sont ouverts à travers le monde, des parcs safari. Et nous voulons nous inspirer un petit peu de ce concept-là. Et c'est ce que nous voulons offrir justement aux citoyens algériens. On va créer des couloirs pour les visiteurs et laisser libres les animaux, ce qui leur fait le plus grand bien aussi. Absolument. De pouvoir vivre dans cet espace vert. Absolument. Ce concept, c'est un peu l'inverse de ce qui se passe dans un zoo normal, ordinaire. C'est que c'est les visiteurs qui seront enfermés. C'est les visiteurs qui seront enfermés, voilà, tout à fait. Et le lion, le tigre, les animaux seront en semi-liberté. Je dis bien en semi-liberté parce qu'il y aura quand même des clôtures. Ils auront un espace. Il y a une sécurité aussi derrière. Voilà. Et pour revenir au parc de Ben Aknoun, par exemple, ce que nous entrevoyons à ce niveau-là, c'est il y a plusieurs actions qui sont qui. Alors il y a l'hôtellerie, il y a la zoologie, il y a les loisirs, l'attraction. Il y a l'hôtellerie. Donc, d'abord, je voudrais dire que ce parc a été inauguré en 1982. Et c'est pour un petit peu répondre à votre question. Une quarantaine d'années. Une quarantaine d'années, voilà. Et c'est un parc qui a besoin d'être réhabilité, d'être repris, Il y avait le train, il y avait le téléphérique, il y avait les moyens de transport, on s'en souvient. Justement, absolument. Et ce train-là, justement, d'ailleurs, M. Louali tient énormément à sa réhabilitation. Ça fait partie de nos souvenirs. Ça fait partie de nos souvenirs. Et donc, il y a justement une action sur le train. Donc, il y a un petit groupement qui s'est fait entre Ferrovial et Infrafer pour essayer de faire une proposition de réhabilitation de ce train sur 6 km avec 2 wagons, avec plutôt 2 trains et plusieurs wagonnets, 6 wagons. Ça pour le train, des aménagements aussi, dans la réhabilitation d'une clôture, donc la clôture doit être réhabilitée, l'aménagement des parkings, l'aménagement des voies internes à l'intérieur. Il doit y avoir la réalisation d'un parking, je pense. Plusieurs parkings. Il y aura plusieurs parkings. Et il y aura aussi également l'aménagement de plans d'eau pour les animaux, donc ça va faire... auparavant il y avait un barrage. On va réaménager ce barrage également, ajouter au plan d'eau, au forage que nous allons entreprendre à ce niveau. Et les loisirs, l'attraction aussi. Et bien sûr l'attraction aussi, qu'on ne peut pas l'oublier, parce que l'attraction c'est un produit d'appel déjà. C'est un produit qui ramène des visiteurs. Enfin, nous avons beaucoup Alors, c'est des projets concrets. On ne parle pas aujourd'hui des projets concrets qui sont en cours d'ailleurs de travaux au niveau de Ben Aknoun, au niveau, on l'a vu, du parc Dounia. Aujourd'hui, c'est des projets qui sont lancés. Est-ce on s'est fixé un délai ou pas pour certaines réalisations? Oui, il y aura des réalisations qui seront prêtes pour la saison estivale. Vous avez dit tout à l'heure, en parlant de végétation et d'arbres, c'est vrai qu'il y a des arbres et des endroits qui pour le parc Dounia, qui est un peu dénudé, on va dire. Absolument. Mais il y aura des plantations d'arbres. Il y aura des plantations d'arbres qui serviront aussi à des abris. Il faut mettre des abris aussi, parce que c'est très exposé au soleil. Absolument. Dans un premier temps, on va mettre en place des pergolas, on va mettre en place des éléments qui permettront aux citoyens d'être à l'ombre et de pouvoir profiter de tous ces espaces. Alors aujourd'hui, je parlais avec vous puisque vous êtes la directrice de l'environnement. Vous, c'est un petit peu le côté écologie, ça, on l'a vu avec le lac de Reghaïa. On a parlé aussi d'une problématique, je reviens d'abord sur ça, sur le foncier, qui est important aussi pour pouvoir se lancer dans tous ces projets. Il faut régler la question du foncier. Il y a aussi beaucoup de fonciers agricoles où il y a eu des constructions anarchiques. Je le disais pour le lac de Reghaïa où il y a eu des constructions anarchiques. On agit aussi sur ça? Tout à fait. Donc il y a tout un travail qui a été fait via la
la commission qui est chargée du recensement de l'habitat illicite ou précaire qui se trouve tout autour du lac de Régaya. Donc, et le but justement pour freiner cette urbanisation. Donc il y a déjà au niveau du lac de Régaya, pour réconforter un petit peu et préserver ce marais ou ce lac, donc il y a déjà un travail qui a été lancé via le budget de Wilaya. Donc il y a la réalisation d'une clôture avec un mur végétalisé avec des plantations pour un petit peu freiner l'urbanisation anarchique qui va être pris en charge à travers le relogement. Il y a également pour toute une clôture pour préserver. Il y a, comme je l'avais dit tout à l'heure, le travail de raccordement des rejets urbains. Il y a le travail au niveau des industriels pour les inciter ou les forcer si le cas échéant n'adhère pas à la politique, parce que la réglementation les oblige à mettre en place un dispositif pour la dépollution de leurs rejets industriels. Je dirais que par rapport au marais de Régaya aussi, donc il y a un travail de proximité qui se fait pour la préservation des terres agricoles et pour cela il y a le concept aussi qui est grignoté, ouais. Il y a le concept aussi pour faire adhérer la population et les terriens privés pour dire que voilà le concept de la préservation, donc il ne faut pas construire, il ne faut pas mettre n'importe quoi, il faut les sensibiliser. Il y a également un plan d'action qui est mis par la wilaya d'Alger qui est le concept des agriparcs, c'est de travailler, de négocier avec les propriétaires terriens pour leur mettre en place des arbres fruitiers pour les planter, et ça va être, rentable pour eux en matière de consommation des cultures et pour nous aussi pour préserver le lac de Régaya. Il s'agit aussi de rendre vivant tout cela, parce que le contraire va tuer tous ces endroits. On parle aussi de dépollution de Oued-Semar, la décharge de Oued-Semar. On prévoit son ouverture pour la saison estivale. Voilà. Donc, comme vous le savez, la dépollution de Oued-Semar, je pourrais dire un mot par rapport à la décharge de Oued-Semar qui avait malheureusement porté ses nuisances et marqué ses nuisances à l'entrée de la capitale qui est située devant l'aéroport international à l'entrée. Et il y avait aussi toutes les localités, à savoir les quartiers très proches de Kourifa par exemple, qui avaient longuement souffert par rapport aux nuisances, aux désagréments, les agriculteurs qui étaient tout autour. Mais là, à travers la stratégie du gouvernement et le plan d'action et l'opération qui a été prise en charge par le ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables, donc il y a la fermeture et il y a la réhabilitation et il y a la transformation de l'ancienne décharge qui avait qui avait vécu pratiquement une trentaine d'années et qui a difficile aujourd'hui de dépolluer tout le site. Qui avait reçu je dirais à peu près plus de 9 millions de tonnes de déchets. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a une métamorphose, une transformation de ce site. On a réussi à enlever tous les produits toxiques. Justement, il y a tout un mécanisme. Donc il y a un enfouissement et une étanchification de cette décharge. Donc quand vous voyez le site de Oued-Semar, donc il y a le dôme végétalisé qui constitue l'enfouissement des déchets. Parallèlement à ça, justement pour capter toutes ces nuisances de ces déchets-là via la décomposition de la matière organique. Donc il y a la réalisation des puits, pour 127 puits pour capter le lexivia et les gaz. Donc le lexivia qui est traité via un système de traitement, et il y a aussi les biogaz, et là c'est une première aussi en Algérie, et ça va être inchallah un référentiel et un cas d'école pour nos étudiants, parce que là il y a le captage des biogaz et la valorisation en énergie verte. Et on prévoit de l'ouvrir pour cette saison estivale? Tout à fait, donc on prévoit de l'ouvrir pendant cette saison estivale, et parallèlement aussi, donc il y a des petits travaux de mise à niveau pour pouvoir justement accueillir les estivants, et parallèlement à ça, donc il y a aussi l'initiative de la wilaya d'Alger pour venir en complémentarité de la réhabilitation de ce parc par le ministère de l'Environnement. Donc il y a eu également la mise en place, la possibilité
récupérer un site limitrophe pour la réalisation de parking, d'aires de stationnement plutôt et d'aires de jeu. Parce que là, le parc, c'est vrai, c'est un poumon vert, c'est des espaces verts, c'est un lieu pour les curieux, pour les étudiants, mais il ne faut pas oublier aussi l'attractivité par rapport aux enfants. Donc, il y aura aussi une aire de jeu qui va être réalisée. Et il dépend aujourd'hui de la wilaya d'Alger. Tout à fait. Donc, le transfert de Oued Semmar, effectivement, il a fait objet d'un transfert officiel début d'année. Donc, et suite à ça, donc l'autorité de la wilaya d'Alger a mis en place deux gestionnaires, l'OPLA pour la gestion du parc et de l'espace vert, et l'EPIC chargée de la gestion des CET veut qu'elle ait une expérience et un retour aussi d'expérience par rapport au traitement de l'exivia. Elle va s'atteler sur la partie technique, c'est-à-dire le traitement de l'exivia, c'est le liquide qui est généré toxique par la décomposition de la matière organique et la valorisation énergétique des biogaz. Est-ce qu'aujourd'hui on parle beaucoup des projets, on en a parlé d'enveloppe budgétaire, on a un chiffre à donner à tout ça? Enveloppe budgétaire, bon, c'est par site, par projet, par... Oui, c'est par site, par projet. Pour le plan vert, est-ce qu'on a une idée? Le plan vert, bon, ça... C'est multisectoriel, hein, aujourd'hui, c'est plusieurs secteurs qui sont impliqués dedans. Est-ce qu'on pense au rôle des collectivités locales aussi après, pour l'entretien, pour de ces espaces verts? Oui, bon, c'est vrai, pour l'entretien de ces espaces verts. Il y a un programme, le plan vert, c'est aussi un programme de verdissement et de fleurissement de pas mal d'espaces à travers la capitale. Des espaces, je voudrais parler aussi des espaces, des routes, des rocades, des abords de routes et des terre-pleins centraux. D'ailleurs, si vous voyez à travers Alger, maintenant, si vous vous promenez à travers Alger, vous allez voir que nos carrefours sont fleuris, nos terre-pleins centraux également. Il faudrait sortir un petit peu après. Et voilà, et tout ça, on se demande après... du centre. On se demande après... L'arrosage, comment il se fait? Oui. Eh bien, nous avons justement un plan pour la wilaya d'Alger, un plan pour l'arrosage. Et l'arrosage se fera à partir des eaux traitées au niveau des stations d'épuration. Parce qu'on n'utilise pas les eaux d'épuration chez nous. Elles seront utilisées pour 5%, je crois, si je ne me trompe pas, de ces eaux qui sont utilisées. Donc on pense à les réutiliser pour l'arrosage. Pour l'arrosage des terre-pleins centraux, des rocades, des routes. C'est important. Voilà. Il y a d'autres sites qui sont concernés par ce blanc vert, Oued El Harrach aussi. On compte le faire vivre aussi à travers des attractions sportives, des loisirs. On en est où? Voilà, justement pour le parc, pour le Oued El Harrach, comme vous le savez, donc il y a Oued El Harrach qui prend, qui prend l'essence de la wilaya de Blida. La partie concernée par la wilaya d'Alger sur un linéaire de presque plus de 18 km, il a été pris en charge. Et le concept justement de l'aménagement de Oued El Harrach, il a été démarré pour justement prendre en charge les crues centenales qui étaient estimées à plus de 2500 mètres cubes par seconde. Donc de ce fait, pour pouvoir élargir le lit d'Oued, donc il y a eu l'aménagement pour agrandir cette lit d'Oued, et à travers ces aménagements-là, donc il y a eu le verdissement des abords des Oued, et avec aussi le relogement qu'a connu la wilaya d'Alger à travers l'éradication de beaucoup de bidonvilles. Donc il y a eu des espaces récupérés qui ont été aménagés. Donc sur ce linéaire qui appartient à la wilaya d'Alger, on compte plus tout ce qui est verdissement. Donc il y a plus de 200 hectares d'espaces verts. Donc si on inclut par exemple tout ce qui est talus, et à travers ça aussi, il y a beaucoup d'équipements de divertissement, de sportifs aussi qui sont installés. Donc à l'embouchure, on trouve les 2 piscines. Il y a également tout le long de cette oued, donc il y a des équipements de loisirs et de sport. Donc il y a aussi des jardins filtrants. Il y a la prise d'eau qui se trouve au niveau de la commune de Borouba. Il y a des stades aussi sportifs. Donc c'est pouvoir justement récupérer tout un espace et essayer de mettre en place un espace de détente et de loisirs tout le long de cette oued-là. Pour ce qui est de la partie dépollution aussi, de même pour le lac de Régaya, donc il y a tout un travail qui se fait de proximité qui se fait avec les industriels pour les inciter justement à dépolluer cette oued. Et par rapport aussi à l'effort déployé par le secteur de l'hydraulique aussi, par la mise en place de collecteurs pour la récupération, le captage de tous les rejets urbains pour qu'ils soient
soit aussi traité au niveau de la station d'épuration de Barraqi. Une fois traitées ces eaux, comme l'avait dit mon collègue Monsieur Lounis, donc ils vont être récupérés pour arroser tous les espaces situés sur les aménagements réalisés au niveau des terre-pleins centraux, des ronds-points et ainsi de suite. Qu'est-ce que cela va créer tout cela pour les habitants sur le plan économique, quel impact cela aura ? Un impact positif, évidemment. Mais en tous les cas, ce que je voudrais dire, c'est que tout ce travail qui est fait actuellement et à l'avenir aussi, demeurera incomplet sans l'adhésion du citoyen. Absolument. Cette préservation, on ne peut pas seulement la préserver d'un seul côté. Si le citoyen ne s'y met pas, s'il ne s'applique pas, parce qu'en fin de compte, c'est des espaces qui lui sont dédiés. Et ça, il faut le dire. Que ce soit des espaces forestiers dédiés à la zoologie ou à la détente ou autre. C'est des espaces qui sont dédiés aux citoyens. Pourquoi justement ne pas essayer d'inculquer cet esprit vert en mettant des espaces où on peut faire un tri sélectif des objets ? C'est à partir de ce genre d'endroit qu'on peut le faire. C'est fait. D'ailleurs, on y pense. On y pense. La sensibilisation est très importante aussi. Et le prévoir matériellement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des bacs spécifiques au plastique, des bacs spécifiques. Oui, il y a des endroits où on a dans les espaces publics, pour essayer un peu d'inculquer cette il y a des endroits où on a déjà essayé de faire cette opération. Bon, ça a évolué quelque part. Il y a des endroits où ça a fonctionné. Mais il faut qu'il y ait un contrôle aussi derrière. Parce qu'on a aussi des espaces qui sont très agréables, mais qui au fil du temps deviennent presque infréquentables de par les déchets qu'il y a là-bas. C'est vrai qu'il y a le citoyen qui est impliqué, mais les collectivités ne jouent pas aussi leur rôle derrière. Donc il faut qu'il y ait un contrôle, un suivi plus permanent, plus poussé. Absolument. Il y a des enfants qui fréquentent aussi ces endroits. C'est aussi un problème de santé publique. De santé publique, absolument. Est-ce qu'on pense aussi à faire adhérer les collectivités locales dans tout cela ? Les collectivités locales, on n'a pas pensé à les faire adhérer. Ils adhèrent directement, donc ils sont impliqués déjà dedans. Donc c'est l'action de la commune. Le nettoyage, c'est l'action de la commune. Dans son elle ne se fait pas de façon permanente, de façon régulière, on va dire, pas permanente, mais régulière. Aujourd'hui, nous sommes face à ce problème. Nous le vivons tous en tant que citoyens aujourd'hui. Des endroits très beaux où on peut emmener les enfants, mais pourtant qui ne sont pas pris en charge sur le plan de la collecte des déchets. D'autres sites sont encore concernés par ce plan vert ? On a parlé du parc Dounia, on a parlé de Ben Aknoun, on a parlé d'Ouatsma, du lac de Regaya. Oui, donc il y a toutes les forêts urbaines et les forêts récréatives aussi, telles que la forêt de Bouchaoui, la forêt de Vala. Donc il y a tout un programme d'action qui est mis en place. Donc à travers les 5000 hectares des forêts ou d'espaces boisés, donc il y a également les 37 forêts récréatives et forêts aménagées. Alors j'ai cité Del Ibrahim, Del Afia, Borouba, Beaulieu, Bnimered, Abordikrifen, tout cela va être concerné par des réaménagements, réhabilitations. Des mises à niveau, des réaménagements, de la mise en place de mobilier urbain pour pouvoir justement essayer de mettre le confort pour les citoyens qui vont visiter, qui vont aller se détendre par rapport à cela. Il ne faut pas oublier aussi que par rapport à ce plan vert aussi, il y a tous les parcs urbains, il y a les jardins collectifs, les jardins, tout ce qui est jardin collectif aussi, c'est vrai qu'on n'en parle pas au niveau de nos cités. Il y a en principe des espaces qui sont dédiés pour la détente, pour la mise en place d'un certain embellissement de nos cités. Donc il faudrait aussi, c'est pour ça qu'on avait dit que c'est un travail d'intersectorialité. Donc c'est vrai qu'il y a la responsabilité des collectivités locales, la responsabilité aussi des gestionnaires de ces cités-là pour donner un petit peu... il faut un meilleur cadre de vie. Voilà, un meilleur cadre de vie. Il faudrait qu'ils se penchent à la gestion
et à l'entretien de ces espaces verts, parce que là, comment dire, c'est le cadre agréable et c'est le début de toute espérance d'une meilleure, espérer un cadre de vie plus agréable pour tout citoyen. Bien, ça reste un projet ambitieux aujourd'hui. Nous lui souhaitons en tout cas plein succès. Un dernier mot pour clore aujourd'hui sur ce plan vert. Oui, je remercie déjà Canal Algérie parce qui nous a donné l'occasion justement de montrer ce travail. Et beaucoup de travail se fait à côté, mais c'est vrai que quand on communique pas beaucoup de communication, c'est vrai que voilà, on est beaucoup plus occupé à travailler plutôt que de communiquer. C'est vrai que des fois, c'est pas évident. C'est important aussi d'informer les citoyens pour les sensibiliser. Et on doit les informer, on doit les sensibiliser. Et qu'ils puissent eux aussi prendre soin de ces espaces verts. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Merci d'avoir répondu à nos questions. Notre dernière thématique se portera sur la dernière manifestation des Rifins à Amsterdam. C'était samedi dernier. Ils ont manifesté pour dénoncer l'oppression du Marzen. On regarde ce sujet, on revient juste après. Plusieurs centaines de Rifins sont descendus dans les rues d'Amsterdam pour manifester leur indignation face à un pouvoir judiciaire corrompu et dénoncer la répression dont les habitants du Rif font l'objet depuis quelques mois. هي مسيرة الشغب والتنديد باستمرار ممارسات النظام المغربي، النظام الاحتلال، ممارسات خطيرة جدا في حق الشعب الريفي. كما تابعتوا أن في مدة 3 سنوات تم تهجير أزيد من 60,000 ريفي إلى الأراضي الأوروبية واعتقال أجود شباب الريفيين مناضلين الريفيين. Depuis quelques mois, les forces de sécurité du Marzen ont arrêté plus de 400 manifestants, dont des mineurs et plusieurs journalistes, en marge des manifestations pacifiques. Une centaine de personnes ont été incarcérées. Certains d'entre eux ont été condamnés, parfois à des lourdes peines, allant jusqu'à 20 ans de prison. الريف الان كتوقع فيها جريمه، واكبر جريمه هي جريمه ديال التسجير القسري، يعني اباده ديال المجتمع الريفي بشكل اخر. في القديم او في التاريخ القريب الماضي كان الريف او الريفيون يقتلون بالغازات السامه، وكذلك يقتلون بالهليكوبترات 859، والان يباد الشعب الريفي عن طريق التهجير القسري. خرجوا للشارع باش يندوا بالسياسات العنصريه اللي كيمارس النظام العلوي من حصار وعسكره وترهيب واغتصابات ومحاكمات جائره وظالمه، وبالتالي كيبقى القضيه ديال المختطفين من بين الاولويات ديالنا، وغادي نستمروا حتى اطلاق سراحهم جميعا. وكذلك كاين واحد القضيه اخرى كتنضاف للقضيه المختطفين، هي القضيه المنفيين، لان حاليا عندنا واحد عدد كبير ديال النشطاء الريفيين اللي عايشين هنا في اوروبا، وتم ابعادهم قسرا عن الارض ديالهم، ما يقدروش يرجعوا للاهل ديالهم الارض ديالهم باش يعيشوا حياه مستقره كباقي البشر. ولكن المخزن دائما كيمارس الترهيب، اي يعني في كل مره كيدخلنا شي تريفي للريف والا كيتم الاعتقال ديالو والترهيب ديالو والابتزاز ديالو من طرف رجال السلطه والاجهزه القضائيه، وكيمارسوا عليه واحد المستوى ديال الترهيب يعني كبير جدا. وبالتالي كاين بمعنى ان كاين قضيه المختطفين وكذلك قضيه ديال المنفيين، وحنا غادي ندخلوا لجميع المؤسسات الاوروبيه الحقوقيه الدوليه من اجل اطلاق السراح ديال المختطفين، ومن اجل رفع المتابعه القضائيه والترهيب اللي كيمارسوا على النشطاء اللي في الريف وكيبقاو منفيين. وبالتالي حنا كندوا بهذه السياسات العنصريه الرهيبه في حق ابناء الريف. En solidarité avec leurs concitoyens interdits de manifester chez eux, les Rifins établis à l'étranger se mobilisent pour dénoncer fermement les pratiques dangereuses du régime du Marzen, de plus en plus autoritaire et arbitraire.
Voilà, on revient sur le plateau pour parler de ces manifestations. Nous accueillons Monsieur Mehdi Boukhalfa, journaliste et auteur. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur du livre El Marzen. Vous revenez sur près de 80 années de négation des droits de l'homme dans ce pays. De Abdelkrim Khattabi, Ben Barka et la révolte des Rifins, justement, 2016-2017. Aujourd'hui, il y a une dénonciation de cette oppression, de cette marginalisation du Rif. C'est ça aujourd'hui qui crée cette colère. Absolument, absolument, parce que pour un peu comprendre un peu les choses, il faut revenir sur un fait établi que le nord du Maroc, la région du Rif, qui s'étend de Fès jusqu'à Nador, El Hoceima, Koutamal, jusqu'à Tétouan, elle a toujours été rebelle, elle a toujours refusé, si vous voulez, le pouvoir pouvoir central de Marzen qui était avant l'arrivée des Français. C'était à Fès, c'était, si vous voulez, la capitale impériale du Maroc. Et c'est après l'entrée des Français, l'occupation du Maroc par l'IOT qui a fait transférer la capitale de Fès à Rabat. Et là, vous avez la première révolte du Rif de l'Abdelkrim Khattabi, c'était les années 20-26, justement contre l'occupation espagnole du Maroc. Et chose qui a été étrange à l'époque, c'était que le roi Moulay Youssef a, si vous voulez, il était d'accord avec les Espagnols pour que la révolte de l'Khattabi, soit, si vous voulez, annihilé, tué dans l'œuf. Et là où nous avons vu également l'intervention des Français qui ont épaulé les Espagnols à pratiquement c'est retourné contre sa population. Perpétrer un génocide au Rif. Les avions espagnols avaient pratiquement bombardé les révolutionnaires rifins, c'était la révolution du Rif, pratiquement avec du gaz moutarde. Oui. C'était un véritable massacre. Donc c'est une marginalisation assez historique qui remonte à loin aujourd'hui. Et donc, vous avez la deuxième grande révolte dans le Rif, c'était les années 58-59. C'était pendant le règne de Mohamed V, Mohamed Khamis. Et là, si vous voulez, c'était juste après l'indépendance du Maroc. Et il y avait, si vous voulez, un peu des oppositions au niveau politique, et ces oppositions étaient animées surtout par le parti l'Istiqlal, qui revendiquait un peu la paternité de la libération du Maroc. Mais ce parti, c'est un parti urbain, c'est un parti des villes, et il n'avait pas, si vous voulez, l'accord des notables ruraux, notamment dans le Rif. Et c'est dans cette région que le Maroc a connu le plus grand, si vous voulez, une très très grande marginalisation de la région en matière de développement économique et social. Et c'est ce qui a fait, si vous voulez, sortir les Rifins, leur leader, dans Mahjoubi Ahredan, du parti Mouvement Populaire, qui a été créé justement à cette époque-là par les notables ruraux du Rif. Et donc... Ils demandaient à avoir les mêmes actions de développement que les autres villes. Non, plus exactement, c'était des promesses de Mohamed V, qui avait promis aux gens de la région du Rif, et si vous voulez, c'est un peu le Rif, ça se cristallise autour de la ville de Hoceima, c'est une ville martyre, Hoceima, et il leur avait promis développement, équité sociale par rapport aux autres villes marocaines, si vous voulez, un peu l'égalité sociale à tous les niveaux. Et or, Mohamed V a failli à ses promesses. C'est à ce moment-là qu'il y a eu, si vous voulez, une explosion sociale dans le Rif, où il y a eu une intervention de l'armée avec des bombardements. Et cette intervention, elle a été directement téléguidée par le jeune prince Hassan II. Et c'est devenu une région d'ailleurs militaire aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'y a pas ce développement économique tant attendu par les Rifins. Absolument. C'est à partir de cette période, 58-59, que la région a été, si vous voulez, par un décret royal, c'est un décret exécutif, elle a été, si vous voulez, mise sous le boisseau et confiée à... Pourquoi l'avoir militarisée, l'avoir transformée en région militaire? C'est devenu une région militaire. À cause de ses frontières, de ce qui se passe. Si vous voulez, c'est parce que
le palais royal, le Makhzen, elle a toujours peur parce qu'elle a déjà l'expérience de ce qui s'est passé en 26, 25, 26, 27 avec l'Khattabi. Cette région, elle a toujours été frondeuse. Et donc, si vous voulez, on veut mettre sous le braceau toutes les revendications sociales et politiques de cette région, quitte à l'appauvrir, quitte à la provoquer pratiquement des famines dans la région. Oui. Il y a aussi des discours très véhéments, très virulents envers la population du Rif. Et oui, c'était la troisième grande révolte du Rif, ce qu'on appelle les manifestations de 1984, qui avaient, si vous voulez, été provoquées par une hausse des frais de scolarité au Maroc, et les lycéens avaient pratiquement été sortis dans la rue. C'était en 84, et principalement dans la ville de Nador, Hoceima, Tétouan. Et les jeunes lycéens, si vous voulez, ce sont déjà des régions très pauvres. Oui. Alors vous augmentez du jour au lendemain les frais de scolarité pour les lycéens. Si vous voulez, ils ont créé la panique. Donc les jeunes sont sortis dans les rues pour revendiquer d'abord l'annulation de ces mesures, ensuite plus d'équité sociale toujours par rapport aux autres régions du Maroc, et justement demander un peu de plus de projets de développement pour la région. La réaction elle a été terrible, et c'est à ce moment-là que Hassan II, dans un discours télévisé, télévisé très très historique, il avait pratiquement d'abord harangué les Marocains de la région, mais en même temps tous les Marocains du pays, leur disant que pratiquement vous êtes des enfants et je suis votre père. Et pour la population les Rifains, proprement dite, ils les avaient traités pratiquement de racailles et de vermine en leur disant Ntouma ou bêche. Et donc, avec un discours paternaliste après, pour essayer de calmer les choses. Mais si vous voulez, là-bas, les sorties, ils les avaient traités de vermine. Ça avait été même repris par plusieurs politiques après, cette phrase ou ce mot terrible envers les Rifains, ce qui a exacerbé encore plus la situation et la fracture entre la population et le pouvoir central du Makhzen. Et depuis la région des Rifs, si vous voulez, c'est tout le nord du Maroc, de Tanger jusqu'à Nador. Toute la région du Maroc est restée, si vous voulez, dans un état pratiquement de végétatif. Oui. Et vous n'avez rien là-bas. Vous avez une seule chose, que le palais royal, si vous voulez, soutient, mais cultive. C'est-à-dire qu'on laisse cette région vivre avec ce qu'elle a. C'est la culture du cannabis. C'est ça. Et Suline, si vous voulez, c'est la région qui produit le plus de cannabis dans le monde, c'est connu. Donc on les laisse crever de faim. Alors, au lieu de crever de faim, si vous voulez, ils cultivent le cannabis, mais ce qui est très important, c'est que ce ne sont pas les Rifains qui profitent de cette manne financière, mais c'est des capitaux, les lobbies, les grandes, si vous voulez, les lobbies. Ça veut dire que tout les rend enlevés finalement, même les terres. Qui est pratiquement, si vous voulez, très proche du palais royal, du Makhzen. À titre d'exemple, il y a le parti qui est très, si vous voulez, c'est un peu une création de Mohamed VI, le parti de l'authenticité et modernité de l'Hemma, qui est pratiquement le mentor du roi du Maroc actuel. Et il a dit à un certain moment, c'était je crois en 2016, 2017, il avait milité pratiquement pour la légalisation de l'utilisation du cannabis dans les régions du nord du Maroc, comme, si vous voulez, comme moyen pour ces populations de subvenir à leurs besoins. Oui. Il légalise une partie du cannabis. Et qu'il en profite, lui, avec... Voilà, soi-disant à des fins médicinales, à des fins de traitement de certaines pathologies. Qui vont jusqu'en Europe et qui traversent toutes les frontières aujourd'hui. Voilà. Il y a eu d'autres manifestations également, 2016-2017. C'est une région qui reste très fortement instable à ce niveau-là. On s'en souvient tous de ce qui s'est passé en 2016-2017. Oui, absolument. Pourquoi ils sont sortis ce qui s'est passé entre 2016, octobre 2016 pratiquement, entre octobre 2016 et mai 2017, si vous voulez, c'est un peu le résultat de ce qui s'est passé en 2011, le printemps arabe au Maroc, où le roi avait pratiquement, si vous voulez, joué un truc de Merlin Pimpin. C'est un peu la poudre aux yeux. Il avait promis des réformes sociales, politiques, économiques. On demandait des hôpitaux, des écoles. Voilà, dès son arrivée.
Et en 2011, avec l'explosion de la colère sociale, il avait promis quelque chose que le mouvement du 20 février, si vous voulez, pour faire tomber ce mouvement, quitte à arrêter ces militants et les torturer. Certains ont été tués. C'est une des revendications aujourd'hui sur les détenus également. Il a récupéré la colère sociale des Marocains, de tous les Marocains à ce moment-là, en promettant des réformes à travers une constitution qui a été votée avec un chiffre phénoménal en 2011. Et il a, si vous voulez, il a légalisé l'arrivée d'un parti islamiste modéré, le PJD, pour justement calmer également l'autre frange de la population marocaine. Et donc, il a, si vous voulez, il a gagné un peu sur les deux tableaux, sur le plan politique et sur le plan religieux. Mais, si vous voulez, le mécontentement était toujours là. Il n'a pas pu, si vous voulez, effacer si vous voulez, cette gangrène qui mange le Maroc à petit feu. La colère sociale due à une pauvreté extrême. Et c'est là qu'interviennent, si vous voulez, les manifestations de 2016. De octobre, il y avait déjà un contexte, c'est-à-dire octobre 2016, ce qui n'a fait que faire prendre la flamme. Oui, bien sûr. C'est arrivé juste 2 semaines pratiquement après les élections législatives de 2016, où le PJD avait gagné avec la... Donc en 2016, c'est un peu l'explosion sociale, Al-Hoceima. Après la mort. Par rapport à, si vous voulez, Nasga, ce qu'on appelle nous en arabe, c'est un peu difficilement traduisible, Hugra. Il y avait de l'injustice, elle est permanente et quasi, ce qui fait le plus de mal, quasi présente dans cette région. Et l'affaire de Mohsin Fikri, le poissonnier, qui a été pratiquement, dans la moitié du corps, a été broyé dans une benne à ordures, parce qu'il voulait récupérer son poisson. C'est pratiquement 5 quintaux d'espadon. Et il a été arrêté par un policier à la sortie du port, parce qu'à cette époque-là, la pêche de l'espadon est interdite. Bon, le problème, le fond du problème, c'est que ce poissonnier avait investi 50 000 dirhams, c'est quelque chose comme 5 000 euros, si vous voulez, dans l'achat du poisson pour le vendre. Et le fait que sa marchandise soit saisie et on avait appelé un camion de la municipalité pour justement broyer, pour détruire ce poisson. Si vous voulez, c'est sa vie. C'est une réaction à chaud, très vite. Donc il a voulu lui-même récupérer son poisson, c'est là. Et donc sa mort affreuse, sa mort atroce, a fait réagir, a fait lever d'un seul homme tout le RIF. Et le lendemain, on commençait les premières manifestations dans le RIF pour revendiquer, d'abord pour dénoncer cette injustice, pour dénoncer pratiquement l'assassinat de ce poissonnier. Et puis les RIFins se sont dit, basta, bzaf, il faudrait que les choses changent. Et c'est à ce moment-là qu'est né ces quelques semaines, enfin, dans les jours d'après, est né le mouvement de contestation RIFin, le Hirak, qui a été, si vous voulez, un peu qui a été mené par Nasser Zefzafi et Ahmed Ajmijdak et ses amis de la commune. Ils ne sont pas de Hoceima, mais c'est une petite commune rurale très très pauvre de Imzoren. Et ça a abouti à son emprisonnement aussi. Et les manifestations ont duré pratiquement du mois d'avril jusqu'au mois de mai, et c'était pendant le Ramadan également, avec, si vous voulez, des périodes très régulières. C'était le matin et le soir. Il y avait des manifestations. C'est soutenu, régulier, ce qui a dû encore mettre la pression. Ça ne s'est pas interrompu entre le mois d'octobre, la fin octobre, parce que l'accident, la mort de Fikri, c'était fin octobre. Si vous voulez, c'est depuis novembre jusqu'au mois de mai, avec l'arrestation de Zefzafi, une soixantaine de ses camarades. Il y avait même des jeunes filles qui étaient avec eux. Aujourd'hui, on sent que la révolte, que cette rancœur, que cette colère n'arrive pas encore à se calmer. On l'a vu, il y a eu des manifestations encore maintenant. Elles se propagent à Amsterdam. Quelle lecture faire de ce qui se passe aujourd'hui? Oui, absolument. Non, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que le Rif, tout le nord du Maroc, si vous voulez, historiquement, c'est l'une des régions où il y a eu le plus de départs à l'étranger pour l'immigration
clandestine, l'immigration régulière, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est... Ils ont fui un peu la misère et la pauvreté. Pratiquement, il y a au niveau de chaque famille des rives, vous avez 2 ou 3 membres qui vivent à l'extérieur. En Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique, aux États-Unis. D'ailleurs, ils disent ne plus pouvoir rentrer, ne plus pouvoir revenir chez eux, revoir leur famille. Justement, ce qui n'est pas dit officiellement au Maroc, c'est surtout, si vous voulez, les envois d'argent de ces gens-là qui font vivre la moitié, sinon toute la région du Rif. Parce que, justement, pendant les manifestations de 2017, dans le Rif, c'était justement, il n'y avait qu'un credo. C'était justice sociale dans la répartition des biens du pays. Ils ont demandé un hôpital, des écoles et des infrastructures publiques. C'est tout ce qu'ils avaient demandé. Mais le pouvoir central, le Makhzen, avait fait sa lecture politique pour justement, si vous voulez, intervenir par le biais de justice, si vous voulez, aux ordres. Ils ont condamné les militants du Hirak, dont Nasser Zefzafi et 10 de ses amis, de camarades, à des très peines de prison. C'est 20 ans. C'est-à-dire que prendre 20 ans pour dire donnez-nous du pain, c'est un peu l'histoire de Marie-Antoinette. Du pain, on leur dit qu'est-ce qu'ils veulent. On leur a dit qu'ils veulent le pain, on leur dit donnez-leur de la brioche. C'est un peu l'histoire. Ils ont demandé du pain. Ils ont demandé des écoles, de l'éducation pour les enfants. Ils ont demandé du travail pour lutter contre le chômeur. Et c'est toujours le cas encore aujourd'hui? Ah oui, absolument, ça n'a pas changé. Les mêmes revendications? Oui, ça n'a pas changé. C'est toujours le cas. Ce qu'il y a d'important au Maroc, c'est que tous les Rifs, je viens de le dire, tous les Rifs, si vous voulez, politiquement, socialement, économiquement, est séparé du reste du pays. Oui, c'est ce qui explique aujourd'hui un peu la détermination des Rifins et les manifestations, le soutien à ces manifestations. Il n'y a pas que les Rifins, même les pays, si vous voulez, même récemment, les États-Unis ont demandé justement à ce que Nasser Zefzafi et ses amis soient libérés. Ils ont été arrêtés, torturés, enduré les pires sévices dans la prison centrale de Kasha, de Casablanca, qui est l'une des plus terribles prisons du Maroc, avec celle de Fès. D'ailleurs, vous dénoncez dans votre livre, c'est ça, vous dénoncez dans votre livre justement les violences faites aux droits de l'homme. Oui, absolument. Si vous voulez, c'est un peu caractéristique dans ce pays où je dis justement, tout mon livre est basé sur le fait que les années de plomb sont de retour dans ce pays. Oui. Le roi des pauvres, aujourd'hui, qui porte bien son nom. En tout cas, merci Monsieur Mehdi Boukhalifa d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.